Bonjour, Benjoki, Benjamin ou Ben alors? Benjoki si tu veux. Ah, c'est ce que tu préfères, hein? Ouais, j'aime bien qu'on m'appelle Benjoki, c'est marrant. Ouais. Ça vient d'où Benjoki? Waouh, alors déjà moi je suis un fan de comics Ouais. et d'animé en soi, mais je suis un gros fan de comics et j'ai pris une claque en regardant en regardant Batman de Nolan et donc du coup voilà. Il y a aussi mon prénom, Ben, à moi, qui fait référence au méchant de Bane aussi. Ok. Le D dans One Piece, pour ceux qui connaissent, qui veut dire, là récemment, ouais, bon j'ai spoil, mais qui veut dire, ouais, je vais pas spoiler. Tu veux pas spoiler? Non, je peux pas spoiler, sinon les gens... ça sort pas tout de suite, hein? Ça sort pas tout de suite encore. Ils le verront dans le SCAD 1086. J'adore. Et Joki parce que voilà, tu rigoles. C'est ça. Exactement. C'est le smile. Exactement. On partage ça c'est cool. Le smile, c'est important. Ouais. Exactement. Ouais. Et je me souviens que quand on s'est rencontrés la première fois, je t'avais dit, mais pourquoi pas Benjamin en fait? Pourquoi alors que c'est ton prénom? Ouais. Est-ce que c'est parce que ça résonne moins en toi? Enfin, c'est quoi l'histoire du coup de pourquoi Benjamin? Je sais pas, c'est pas. Pourquoi Benjamin? Non, mais après, moi j'aime beaucoup mon prénom. Et même si j'avais un enfant, j'aurais bien appelé Benjamin. Après, peut-être on sait jamais. Hein. Benjamin Junior. Mais en fait, c'est juste, je sais pas, c'est à force de l'habitude que j'appelle Benjoki. Je trouve que ça sonne bien. Ouais. Et puis voilà. C'est ton identité propre. Ouais, c'est mon identité. Et puis je trouve que ça va très bien avec qui je suis, quoi. Ouais. D'ailleurs, tu fais la transition parfaite. Toi, tu dirais que tu es qui? Ah, qui suis-je? Alors, je suis un troublion. Non. Non, mais en fait, je suis avant tout un enfant de ce monde. J'aime voyager. J'ai un peu voyagé beaucoup en Asie et aussi en Europe et en Afrique. Du coup, j'ai un peu cette identité-là. Et puis aussi, je suis une personne qui aime bien transmettre sa passion, ses envies et écouter aussi. Et puis, je suis maintenant nouveau. Non, je suis un créateur. Hein. Je suis un créateur de vêtements. Hein. Donc ça, c'est mon identité. Je suis cofondateur de la marque Color Paradise avec mon associé Hassan, Esso Hassan. Donc voilà, et un ancien bibliothécaire. Ouais, ça c'est important aussi. C'est aussi une tranche de vie. T'as toujours aimé lire ou? Franchement, non. Franchement. On va décevoir des gens, non, là, qui venaient voir pendant 7 ans. Oui, mais après, je peux comprendre. Et la lecture, c'est très important. Et en étant dedans, je sais que je comprends énormément que c'est important. Mais pour ma part, dans ma jeunesse, après, je pense que c'est dû à l'éducation nationale. On te donne pas l'envie de lire en soi. Clair. Et puis, les seules envies qui sont arrivées à travers Dorothée, quoi. Les mangas, et puis c'est arrêté, Dorothée s'est arrêtée. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de retrouver la page manquante, quoi. Ouais. Donc du coup, j'aime bien ce mot, la page manquante. Ouais, c'est ce que j'allais te dire. C'est quoi la page manquante pour toi? De ma vie, waouh, je sais pas, on va dire c'est mon adolescente. Hein, pour moi, l'adolescence c'est une grosse page manquante. C'est là où je me suis un peu manqué. Ouais. Tu t'es manqué à toi-même? Ah oui, totalement. Après, je pense qu'on se cherche déjà. C'est une époque de sa vie, on se cherche. Et j'ai pas peut-être pris les bons chemins. J'ai sans doute pas pris, mais je regrette pas. Ouais. C'est quoi les bons chemins? Je suis un enfant qui vient aussi de la rue, quoi, dans la rue du 93, d'un quartier qui était sensible. Et puis des fois on a appelé et on répond. Hein. C'est pas on nous oblige à faire. On répond et on répond à de la facilité. Et j'ai pu rentrer dedans parce que je pensais que c'était le seul moyen le plus facile. Mais après, c'est vrai que je comprends. Moi, je comprends que des jeunes s'y mettent. C'est bizarre de se dire ça, mais je peux comprendre. Ouais. Parce qu'à un moment, on veut notre indépendance et on a 15-16 ans et on veut pas que notre mère nous paye nos trucs et puis, c'est pas facile pour eux parce que, voilà, on finit avec une paire pendant limite à l'année, quoi. Et c'est compliqué de devenir indépendant et après, maintenant, il y a d'autres canaux, quoi. Il y a des canaux qui se proposent à nous. Il y en a qui travaillent au marché. Après, pour travailler au marché, c'était très très dur pour l'époque, ouais. Et après, il y en a qui sont appelés par des chemins, voilà, parallèles. Exactement, parallèles. Et puis des fois, ces chemins-là, des fois, ils t'emmènent face à un mur, quoi. Et ce mur-là, on est confronté d'un coup et on n'est pas prêt on se dit, on doit affronter cet obstacle. Ce mur-là, c'est la prison. Combien de temps? 5 mois, hein. 5 mois. C'est long quand même. 5 mois à 18 ans. Et t'étais ouais, à 18 ans, ouais. À 18 ans, wow. J'avais jamais fait d'histoire et tout. Mais j'avais jamais eu de problème avec la police, quoi.
Ouais. Pourtant même je les respectais, hein, même si j'habitais en quartier, je les respectais parce que on avait quand même besoin d'eux et ils font un gros métier et franchement chapeau à eux parce que c'est pas évident parfois. Et puis voilà, mais ça m'a remis dans mon chemin. Tu faisais pas ça de toute façon contre la police. J'entends que c'était plus un moyen d'accéder plus rapidement à une indépendance, financière, aussi se dire que de s'habiller, de voir des des sources surtout financières et s'habiller et aussi manger à sa faim des fois, tu vois, c'est pas je dis pas que ma mère on était pas si riche, on n'avait pas de sous de fou quoi, mais c'était juste de se dire que tu vas manger au grec, tu vois, tu peux te permettre des petits plaisirs en tout cas, enfin voilà de l'adolescence sur l'état et en effet de la vie quotidienne. Ouais, même avec ta copine, toi de se dire que tu peux lui payer un cinéma, un truc. Et c'est pas évident, tu vois, parce que c'est pas ta mère qui va te donner des sous, tu vois, elle va te donner un peu pour manger. Donne le basique quoi. Enfin, exactement. Tu vois, c'est toujours ça, c'est les pyramides de Maslow, donc on comble d'abord les premiers besoins et j'avoue que se faire un ciné ou avoir la dernière paire de chaussures à la mode. En effet. Enfin, moi, j'ai pas connu ça dans ma jeunesse. Pour autant, j'ai jamais eu de truc de marque et tout. Mes darons, ils étaient stricts sur ça. J'en voulais tellement. Après, j'étais trop carrée, tu vois. Je pouvais pas faire de bêtises. Mais je connais en tout cas cette sensation de t'as envie. Tu sais que c'est possible, mais c'était déjà pas. Enfin, c'est possible. C'est possible si tu le priorises, mais c'était clairement pas une priorité dans mon éducation. Et le sentiment. C'est pas facile, je trouve, tu vois, quand t'as tout le monde qui, tu vois, qui peut se payer quelque chose et que toi, tu l'as pas. Exactement. Je sais pas, toi, ce que ça pouvait créer à l'intérieur de toi. Comment tu te sentais, en fait, par rapport aux autres ou, moi, franchement, par rapport aux autres, j'avais pas ce sentiment-là, mais après, j'étais assez spécial quand j'étais adolescent. J'étais pas le même adolescent j'étais pas un garçon qui était urbain, très quartier. J'étais pas dans ce délire-là. J'étais très ouvert à Paris, tu vois, pour l'époque déjà. Et puis franchement, c'est pas par hasard que je fais des vêtements, mais on me le rappelle pour l'époque parce qu'il y a un grand de mon quartier qui est Lamine qui me l'a répété et sur Lamine si tu nous écoutes. Et donc du coup qui me disait tu faisais grave attention aux détails des vêtements et tout ça. Donc j'allais dans les friperies à l'époque, tu vois, pour te dire pour acheter des vêtements que je cherchais et tout. Donc j'étais vraiment dans des trucs comme ça et j'étais aussi populaire quoi. Faut être honnête, j'étais très populaire à l'époque du lycée et du coup j'avais envie de le rendre, de le montrer que j'étais populaire, toi. Ça me rendait, je pense que j'ai pas une bonne enfance en soi. Et donc du coup c'était un peu l'amour que je cherchais en étant vu. Étant vu et remarqué quoi. Étant vu et en regardant. En fait, t'as un truc très visuel de toute façon. Enfin, là, c'est un podcast donc vous ne voyez pas, mais c'est vrai qu'il y a toujours l'attention aux détails, les bracelets, la paire de lunettes, tu vois, tous les petits détails, mais les petits pendentifs. Enfin, je sais pas. Moi, j'aime beaucoup observer en fait le détail et ce que j'aime beaucoup dans ton style, c'est que il y a plein de détails, mais il y a rien qui gêne la vue. Tu sais, il y a une forme, c'est à la fois hyper recherché sans l'être. C'est-à-dire si toi t'as pas le regard, tu passes dans la rue, le gars va juste te dire il est bien sapé, mais quand tu regardes tous les détails, il y a plein de choses qui ont un lien. Bah franchement, merci beaucoup parce que ça me touche de fou. Et pour alimenter ce que tu dis, c'est vrai que je fais attention aux détails. C'est un truc qui est important chez moi. Après, j'ai des couleurs primaires qui sont prédominantes qu'on peut voir un peu, mais j'aime la couleur. Et je pense que la couleur c'est la vie, c'est la vie de chaque peuple. Tu vois, il y a toujours une prédominance dans chaque région, chaque pays, chaque continent, il y a une prédominance de couleurs. Et donc, du coup, je mets ça en valeur. Ça, c'est lié à mes voyages auxquels j'ai pu voir des choses et que, voilà, ça m'a ouvert l'esprit. Et par rapport à mes détails, bah, franchement, je le fais pas exprès, hein. Je fais pas mais exprès, même la symétrie, il y en a 3 ici, 3 ici, tu vois, enfin, je parle des bracelets, parce que c'est vrai qu'on peut pas voir, mais il y a quelque chose vraiment de très, à la fois, je te dis, très symétrique, sans pour autant l'être, tu vois, ce qui fait que ça fait pas juste un copier-coller, ça se voit que tu t'appropries en fait exactement. les pièces et puis qu'elles ont vécu, elles ont une histoire, tu vois. Je sais pas d'où ils viennent tous ces bracelets et ce collier, mais ton collier, moi, il m'a interpellé directement. Il vient d'où? Alors c'est un collier que j'ai acheté au Ghana. Et en fait, ce collier-là, c'est ce que j'aime beaucoup parce que voilà, il y a des colliers en argent, en or, et dans d'autres métaux ou d'autres perles. Et en fait, ce qui m'interpelle, c'est que c'est du verre soufflé et c'est du verre recyclé.
surtout. C'est pour ça qu'il est un peu mat, translucide. Ouais. Il a perdu sa transparence, mais à la fois on dirait une pierre semi-précieuse et je me disais il faut que je lui demande en quoi c'est fait. Et tu vois, c'est divers. Tu sais comment je suis tombé amoureux de ces pierres. Je sais pas si t'es de ma génération, mais Indiana Jones. Ouais. À un moment, je crois qu'il y a un crâne en verre, un truc comme ça là. Possible, je me souviens. Je sais pas si tu te souviens. Je crois que c'est dans le premier, je crois, ou okay. des bêtises ou le troisième. Il y a un crâne en verre et en fait, ça me rappelle énormément ça. Et j'ai toujours kiffé ce genre de crâne en verre et c'est plus en plus même une histoire un peu africaine des crânes, sorte de crâne et tout ça. Je crois qu'il y en a un même au musée du Quai Branly, je crois. D'accord. Ouais. Ok. Donc voilà. Et sur la couleur, tu disais, il y a des couleurs qui sont spécifiques, il y a des continents, etc. Toi, c'est quoi ta couleur préférée ou tes couleurs préférées? Franchement, c'est trop difficile. Parce qu'en fait, ça va dépendre du mood, en fait. Il y a des moods comme ça que... Alors justement, parle-moi de ton association couleur-mood. Ça m'intéresse aussi. Je sais pas. Quand tu te sens bien, par exemple, quand t'es joyeux, léger, etc., t'as envie de porter quoi comme couleur en général? Crème. Okay. Ouais, couleur crème. Ok. Ouais. Quand je sais pas pourquoi, je trouve que c'est bien et ça c'est pas too much non plus. C'est pas blanc. C'est pas too much. C'est une couleur qui est très bien, qui passe bien, tu vois. Crème. Quand je suis après dans un mood un peu plus professionnel et tout ça, noir, tu vois, très carré. Bon, je pense que c'est comme tout le monde, je pense. Non, même si j'associe un peu plus la couleur noire, c'est une couleur que j'aimais pas trop. D'accord. J'aime. Pourquoi? Parce que trop européen à mon goût, tu vois. Tu sais, quand tu sors, tu vas travailler, même trop professionnel. Ouais, toi, c'est vrai, il y a beaucoup de trucs. Mais je commence à l'apprécier. Après, le noir que j'aimais, c'est pas du noir classique. J'aime bien le noir brillant, un noir qui change, toi, qui soit pas juste juste comme on le voit, toi. Et puis après c'est même pas le truc le noir, tu vois, je suis pas dans ces trucs là, tu vois, le noir toute la connotation noire négative. Deuil, machin, c'est pas ça que c'est absolument pas ça, c'est juste la couleur noire qu'on voit des personnes et puis tu vois ces personnes ternes que tu vois le matin qui vont aller bosser ou même quand moi je suis au Japon, t'es tous ces salariman qui sont habillés en noir et blanc, tu vois. À Tokyo, c'est que ça hein, les salariman, c'est exactement ça. Et cette image là de d'être rangé dans les trucs comme une file de moutons, tu vois, et c'est juste ça que j'associe à ces couleurs noires et maintenant j'ai apprécié, je commence à l'aimer parce qu'il y a d'autres dérivés de noir. Ouais. Et quand t'es un peu triste, tu portes quoi comme couleur? Oh là là. En fait, je cache ma tristesse. Alors ça va être une couleur un peu pétante, tu vois. Donc on va être plus dans du gris, pas dans du gris, mais dans du rouge un peu, du bleu ciel, tu vois. Ouais, bon, je suis pas triste, hein, je suis un peu dans un fond parce que tu sais très bien ce qui va m'arriver dans pas longtemps, mais plutôt ce qui m'est arrivé récemment. Donc mais rouge et bleu ciel. Je cache ma tristesse. Pour info. Ben Joki a un pantalon rouge et bleu ciel. Donc forcément, j'ai regardé ses jambes et ça m'a fait sourire. Est-ce que tu veux parler de ce qui te rend en fond de tristesse? Parce que forcément, moi, je le sais. Mais l'idée de ce podcast, c'est de pas amener des choses extérieures, tu sais, à notre conversation pour que ce soit vraiment uniquement la vérité de ton cœur à l'instant T, tu vois. Ouais. J'aime bien cette vibe. Alors, pourquoi je suis triste? Parce que en fait ce vendredi 2 juin j'ai lâché mon travail et ça fait 7 ans que je travaillais en tant que bibliothécaire, un métier que j'aimais énormément, auquel j'étais fier de travailler dans la lecture publique et j'étais fier d'amener des personnes, tout type de personnes à la lecture et s'enrichir de la lecture. Et aussi toutes les activités qui sont liées ou même du social que je faisais, souvent du social. Donc c'est vraiment un truc qui me fend le cœur d'avoir lâché ce travail-là. Après bon, c'est pour autre chose, hein, je regrette pas, hein, mais c'est juste je lâche une famille quoi. C'est comme si je déménageais, je sortais de chez moi quoi. Parce que c'est vraiment le premier travail que j'ai vraiment aimé profondément quoi. Ouais. Qu'est-ce qui fait que tu l'as profondément aimé ce travail? Parce que est-ce que c'est le travail que t'aimais ou est-ce que c'est les gens? Est-ce que c'est la mission du travail? C'est la mission du travail. Après c'est beaucoup le public, tu vois. J'avais une conversation avec un collègue et en fait je trouvais ça pas parce que faut savoir mon peu au départ j'ai fait ce que personne
n'a fait en soi. Alors, peut-être il y en a qui l'ont fait dans d'autres secteurs comme d'autres secteurs de fonctionnariat hors pleine commune. Mais j'ai fêté mon pot de départ avec le public. Ça c'est principalement. Chouette. Ça c'est chouette. Et donc c'est grand. Ouais. Et donc du coup, et en fait, j'ai expliqué à mon collègue, mon ancien collègue, que je trouvais ça pas normal que nous on le fête entre nous, alors qu'on passe essentiellement notre temps avec ce public. Donc, il était normal de dire au revoir entre guillemets, tu vois, parce que c'est des visages qu'on a grandi, surtout qu'on a fait il y a plus de 5 ans dans un lieu où on a vu des enfants devenir adultes, des femmes devenir mères et des hommes devenir pères, et donc du coup on fait partie de cet ensemble-là, et donc c'était normal de dire au revoir à tout le monde. Et j'en suis fier d'avoir fait ce pot de départ de la sorte, quoi. C'est clair. Mais voilà, c'était vraiment c'est un truc qui me prend vraiment le cœur, parce que dans le sens où c'est des gens que j'ai aimés, autant chez Pleine Commune parce qu'ils m'ont fait grandir en tant qu'homme, parce que c'était un vrai premier travail où vraiment j'avais de l'administratif, j'avais travaillé sur des projets, travailler avec du partenariat et tout. Ça m'a structuré en tant qu'homme et ça m'a fait grandir en tant qu'adulte. Et même si ma directrice m'écoute, elle sait que j'ai encore du travail sur certaines choses. Mais bon, en soi, ça m'a fait beaucoup grandir, et surtout, bien sûr, le public qui te rend bien. Le public qui te rend super bien sur les projets que tu fais. Et tout type de public, quoi, que ce soit enfant, que ce soit ado, que ce soit adulte, que ce soit personnes âgées, et je portais tout intérêt sur chaque type de catégorie de personnes, quoi. Et sans calcul, en fait, en soi, vraiment sans calcul. C'est vraiment juste de l'écoute pure et simple d'un humain qui écoute un autre humain. Voilà. Est-ce que tu écoutes beaucoup les gens naturellement parce que c'est ce dont tu aurais eu le plus besoin? Oui, largement. Je pense que derrière ça découle à une enfance où on n'a pas été écouté, on n'a pas été là. Ma mère n'a pas été présente, hein. Après, je dis pas, je comprends pourquoi elle n'a pas été présente. C'est pas évident d'élever 2 paires de jumeaux et en étant juste une femme, tu vois. 2 paires de jumeaux. Ouais. Waouh. Ouais, tu vois. Ouais. Plutôt 2 paires de jumeaux, des jumeaux. Ah, ouais, d'accord, il y avait pas pardon. 4. Ok. Non, parce que moi, 2 paires, je voyais des jumeaux et ensuite d'autres jumeaux. Non, pas du tout. Une paire de jumeaux alors. Ouais. Mais déjà, ouais, des jumeaux. Exactement. Et puis en plus qui s'entend pas, qui s'entendaient pas du tout. Donc vraiment chien et chat, moi et ma sœur. Chien et chat fort. Mais et sauf Brigitte, hein, si tu m'écoutes, va m'écouter, ça c'est sur elle. Et donc du coup voilà, et on s'aimait pas, on s'appréciait pas, donc c'était compliqué, mais voilà, on était toujours ensemble, on a toujours un lien, elle et moi. Mais voilà, c'était pas facile pour ma mère, et c'était pas évident. En plus, elle a travaillé la nuit, donc elle nous voyait pas. La journée, elle dormait. Voilà, on n'a pas été là. Elle a pas été réellement présente avec nous. En plus, c'est des codes. C'est pas facile pour des enfants qui sont descendants d'Africains, tu vois. Surtout quand c'est une femme seule, quoi, qui vit avec ses enfants, c'est pas facile, parce que nous, on vit avec une double culture. Ouais. Ces institutions nous donnent une culture française, et à la maison on a une culture africaine. Donc du coup on est toujours en bataille à cheval entre les deux. Et voilà, pour certaines situations l'un prend le pas, et sur d'autres situations l'autre prend le pas, donc c'est compliqué, tu vois. Donc on doit pas se plaindre, mais on a envie de lâcher des choses, quoi. On a envie de lâcher quoi? Bah, on a envie de lâcher des choses, dans le sens où on a envie de parler, de nos difficultés, on a envie d'être écouté, on a envie d'être aussi avoir un câlin, tu vois. C'est bête, hein, mais je pense que des fois, je trouve que les problèmes dans les familles africaines, c'est que ils sont pas très, des fois ils sont pas si proches de leurs enfants, en fait, en soi. Ouais, pas assez, on va dire proches physiquement, dans le sens où de les accompagner ou plein de choses, tu vois. C'est bête, hein, quand tu joues au foot, t'aimerais bien que tes parents te regardent jouer, ou quand tu fais une activité de danse, t'aimerais bien que ta mère vient, ou ton père vient t'encourager. Et être soutenu pleinement. Ouais, soutenu, on l'a pas. Ouais. Je pense qu'on n'a pas soutenu. Après, moi, je parle pour mon cas personnel, mais je sais que c'est une vraie caisse de résonance sur beaucoup, quoi. Ouais. Et du coup, quand t'as commencé ton travail il y a 7 ans,
à la fois on te donnait une forme de responsabilité et de confiance et tu recevais un soutien et de la part de tes collègues, de ta directrice, mais aussi des personnes qui t'entouraient. Alors comment est-ce qu'on vit est-ce que c'est facile d'accueillir ça, tu sais, d'accueillir que d'un coup on est soutenu, parce que parfois c'est pas facile de recevoir quand on n'a pas l'habitude de recevoir. Ça va dépendre. Je pense que ça va dépendre de chacun en fait. Mais toi? Moi, c'est facile d'accueillir. Je pense que j'ai des grands bras. Comme tu vois, j'ai des grands bras et en fait indirectement tu connais ces problèmes, tu vois. Tu les connais de profondeur parce que tu l'as vécu. Donc pour toi tu sais que je sais pas si t'as des exemples, mais tu sais que il y a des gamins, ils te font un câlin et en fait le câlin tu le dis de viens et en fait il vient naturellement parce qu'ils ont besoin de ça, tu vois. Parce qu'ils l'ont pas à la maison, ils l'ont pas à l'école. Nous on dit toujours on est un troisième lieu, tu vois, les médiathèques, tu vois, et ils vont recevoir ce câlin. Malgré c'est pas notre rôle en soi. Hein. Ouais. Mais comment dire, recaler un enfant qui ou un jeune ado qui est juste plein d'amour, c'est exactement. C'est et ils ont besoin de on voit pas l'importance que c'est des fois un câlin. On voit pas du tout l'importance. Alors que ça réchauffe le cœur, quoi. Bien sûr. Ouais. Ça réchauffe totalement l'âme de la personne. Et puis ça lui fait du bien. Moi je n'ai eu tellement des câlins auxquels même pas, des fois c'est même pas moi qui tendais les bras, quoi, c'est eux qui tendaient les bras vers moi. Bon, après c'est peut-être mon énergie qui fait qu'ils viennent vers moi, mais pour autant pour répondre à ta question, j'ai pas vraiment de réponse à t'apporter parce que des fois ça se pique pas, ça se vit, tu vois. Ouais. Mais c'est vachement intéressant parce que je sais que, d'expérience, les choses qu'on a le moins reçues, c'est celles qu'on désire le plus. Et pour autant, quand on nous les sert, et on peut parler même de l'intime, tu vois, là où dans la relation amoureuse, dans la relation intime, c'est souvent là où ça se manifeste. C'est-à-dire que ce que tu désires le plus, admettons, ton partenaire, ta partenaire va te l'apporter. Et puis, tu sais, de pas savoir comment gérer ça. Genre, à la fois, c'est ce que j'ai toujours demandé. Et là, t'as la personne en face, elle te l'offre. Et tu vois, je sais pas ça, si t'as déjà vécu ça ou au contraire, c'était... Oui. En fait, c'est des trucs, tu vois, je vais parler de ma relation, mais tu vois, quand on me dit je t'aime. Moi, j'ai pas grandi dans les je t'aime, hein. Tu vois, j'ai pas grandi dans ça, même si je le dis et j'ai cette double culture, tu vois. Après, des fois, ma copine m'a apporté énormément. Je dis waouh, genre c'est beaucoup, genre calme-toi. Tu vois, calme-toi. Mais elle a envie elle le fait comme ça, tu vois. Et parce que c'est naturel. C'est naturel, tu vois. Et je crois aussi, elle en a besoin aussi de montrer son amour, tu vois, à ce point-là. Et moi, je suis là, waouh, c'est énorme, tu vois. Et tu sais, je me dis, moi, je sais pas, moi, j'ai un truc où je bloque. C'est peut-être mon truc très africain en moi où tu sais, je dois pas trop montrer mes émotions. Tu penses que c'est africain ou que c'est masculin? Un peu des deux, je trouve, hein. Un peu des deux, parce que alors déjà nous les hommes, on est formés à. Moi, je me rappelle quand une petite anecdote, quand j'étais petit, j'étais un peu pleurnichard, tu vois. J'adore. Avec le terme, il me tue. J'espère que mes potes m'écouteront pas. Non, mais on parle de quelqu'un d'autre, là. Ouais. Non, j'étais un peu un pleurnichard, tu vois. Et donc, du coup, à chaque fois, et en fait, pour m'arrêter de faire pleurer, on me disait, t'es un homme, arrête de pleurer. Et direct. Ça, cette phrase, elle reste dans la tête. Direct. Mais franchement, je dis ouvertement, je suis désolé, hein, mais c'est bien. En soi. C'est bizarre de dire ça, mais c'est vraiment bien. Parce que, on a besoin aussi d'aplomb. On a besoin des trucs on a besoin aussi d'aplomb. Trouver un équilibre, en tout cas, avec, Parce que, c'est pas pour autant que j'ai pleuré. Et à chaque fois qu'on me disait cette phrase, j'ai arrêté de pleurer. Mais je pleurais tout le temps, tu vois. Et c'est mes sentiments qui étaient toujours là, tu vois. Mais j'ai pas arrêté de pleurer d'un coup, tu vois. Et c'est vrai qu'il fallait que j'arrête de pleurer parce que quand même, et nez qui coule et tout ça. C'est pas le gars à l'époque était habillé que en rouge et en bleu. Ah ouais, là. Et donc du coup, je pense que voilà. Après, il y a aussi ce truc africain dans le sens où c'est les émotions, tu vois. C'est des émotions qu'on montre pas trop. Tu vois, autant l'Africain est expressif, mais l'Africain est dur, tu vois, est très dur. Et du coup, on essaie de. Tu sais, ma mère, elle nous a jamais dit je t'aime, tu vois. Elle nous a jamais dit je t'aime. Elle nous a fait très peu de, limite
très peu de câlins. Les câlins qu'on a reçus, c'est parce qu'on tendait les bras, tu vois. Ouais. On n'a pas énormément de... Et donc, tu vois, là-dessus, on a ce côté-là et je sais que ça va se rejaillir sur moi en tant que futur père, tu vois. Parce que j'aurai toujours cette éducation-là. Et indirectement, même si on se dit oui, mais non, je serai pas comme ça, indirectement, tu donnes ces indications. T'as toujours ces indications qui reviennent vers toi. Malgré que ce sera plus nuancé, quoi. Mais, c'est lié. Je pense que les deux sont liés, tu vois. Et après, tout dépend de ton éducation. Après, je dis l'Africain, je prends dans son ensemble, mais c'est vraiment tout dépend de ton éducation. Si t'as une éducation qui a été dure, bah tu vas être dur en soi, tu vois. Bien sûr. À moins que tu y en a qui brisent les codes, qui veulent casser tout ça. Et là, je les comprends, tu vois. Après, chacun son chacun, comme on dit. Tu vois. Ouais. Ce qui est marrant, c'est que tu parles d'une éducation très très dure. Et moi, de ce que je ressens, tu disais pleurnichard, mais c'est pas tant ça qui me venait, mais je ressens beaucoup de sensibilité en toi. Oui. Et je pense que quand t'étais petit, c'était peut-être aussi très difficile, d'une certaine manière, pour ta mère de t'accompagner là-dedans. Parce que peut-être qu'elle-même, elle savait pas comment gérer ces émotions-là, tu vois. Oui, après, elle avait d'autres problématiques, pas les mêmes problématiques de maintenant, et c'était compliqué. Et ouais, on a une grosse sensibilité. Après, moi, je suis un enfant. Bon, allez, si on rentre vraiment dans ma vie privée, peu de gens le savent, mais moi, je suis un enfant de la DAS, quoi. J'ai fait 0 à 4 ans à la DAS. Donc, du coup, j'ai aucun souvenir voire même limite 5 ans, tu vois. Mais j'aurais quasiment aucun souvenir de mon enfance en tant que petit, quoi. Donc du coup, ma mère nous voyait de temps à autre, mais voilà, après elle était sans papier, elle a plein de trucs, elle avait plein de choses à gérer, donc moi je l'en veux pas. Ça, bien sûr. Ah non, c'est pas une question d'en vouloir, c'est plus, tu sais, de mettre de la compréhension. Bien sûr. Et puis pour après, toi, parce que ça c'est une question que je me suis posée aussi, c'est par rapport à ton histoire, si tu projettes sur ton futur enfant, est-ce que ça te fait peur? Est-ce qu'il y a des parties de toi qui te font peur? Non, pas du tout. Le seul truc qui me fait peur, c'est le seul truc qui me fait peur pour mon enfant, c'est comment je vais le punir? Comment tu vas quoi? Comment je vais le punir? Non, après, c'est vraiment, franchement, c'est pas un truc qui me fait peur. J'appréhende pas ça. Je suis content d'en avoir, je suis content d'en avoir un, c'est qui va arriver. Mais je suis pas dans un truc où ça arrive et tout, faut que je me prépare et tout. Non, je regarde pas dedans. Je pense peut-être que je n'ai pas encore conscience. Si, j'en ai conscience un peu, mais c'est pas un truc qui me fait peur parce que je pense que j'ai un peu cet esprit paternel en soi. Et c'est pas un truc qui me fait peur. Par contre, c'est juste moi ce qui me fait peur, c'est juste ma colère, quoi. D'accord. C'est juste que je garde souvent les choses en moi et ça me fait peur. Voilà. La peur d'exploser d'un coup. Mais après, il y a une genre une explosion. C'est pas une explosion où c'est juste une explosion où je sais que moi je me connais, je suis dur. Je suis dur. Et quand j'aime, je suis encore plus dur. Donc je sais me gérer, mais quand j'aime, je suis très dur. Et à ce niveau-là, c'est juste ça qui me fait peur. Mais après, pour moi, c'est vraiment un truc minimaliste parce que vraiment pour que j'éclate de colère, il faut vraiment me pousser, quoi. Ouais. T'habillais comment, quelle couleur quand t'es en colère? Que je sache, hein. Et si tu portes la couleur de la colère, on se voit pas. Hein. Après, comme je dis, rouge et bleu, hein. Je masque. Tristesse et colère, en fait, c'est la même chose. C'est quand il y a les émotions dites plus négatives, en tout cas moins confortables, qu'il y a ces couleurs-là. Ouais, d'accord, ok. Enfin, je saurais pas forcément si t'es en colère ou si t'es triste. Non, mais... là, je suis dans une phase un peu triste, mais parce que je repense tout ça. Et puis aussi, même, je suis un peu stressé. Puis c'est une transition aussi. Enfin, il y a beaucoup d'inconnus. À la fois, il y a des choses connues, mais il y a aussi la beauté de l'inconnu, mais qui peut faire exactement. peur. Bah là, je suis vraiment dans ça, en fait. Je suis vraiment dans un truc où je suis dans l'inconnu parce que j'ai lâché mon travail. Je suis un peu stressé parce que j'ai un défilé qui va commencer vendredi. Ouais. Donc voilà, ça fait beaucoup de choses. Ouais, il y a beaucoup de choses là à penser. Hein. Exactement. Tout s'enchaîne. Et à la fois, il y a rien dans la vie qu'on nous présente qu'on n'a pas la capacité à gérer, à dépasser, etc. Donc c'est que t'es prêt, tu vois. C'est un challenge. Ouais. Ouais, totalement. Ouais. Et puis je suis un challenger, donc let's go, on y va. C'est quoi ta vision ou ta mission à travers ton entreprise, à travers tes vêtements, à travers tes créations? Qu'est-ce que tu veux apporter aux gens?
avec ton cofondateur et ami, bien sûr, mais qu'est-ce que vous voulez apporter? Et toi, en tout cas, qu'est-ce qui résonne dans cette marque? Qu'est-ce que, quand on porte Color Paradise, on porte quoi? Je pense que Color Paradise, c'est un peu l'identité de tout le monde. Non, en soi, c'est un peu notre génération, c'est la génération des petits, c'est la génération basket, tu vois. Ça a été pensé, les coupes ont été pensées pour que ça tombe sur les baskets parce qu'on estimait que ça ne tombait pas assez bien sur les baskets. Ouais. On estimait aussi qu'on n'avait pas de pantalon on n'avait pas de pantalon qui aille avec nos baskets, donc il y avait de la couleur et tout ça. Donc ça a été pensé comme ça. En fait, ça a été pensé pour chacun. C'est pensé pour tous en fait. C'est pensé aussi de se dire que pas assez de couleurs dans un gris parisien, pas assez de couleurs mises en avant. Et donc du coup c'était vraiment pensé à ça. C'est vraiment chaque expérience. Mon associé est parti beaucoup aux États-Unis, un peu en Europe aussi. Et moi je suis parti énormément en Asie, en Afrique et un peu au Moyen-Orient. Et donc du coup c'est aussi des rappels de couleurs ethniques, tu vois. Nous il y a des trucs qu'on s'inspire de l'Indonésie, des pays d'Arabes Unis, tous ces pays, le Qatar et tout ça, même l'Afrique du Nord et tout ça, tu vois. Donc il y a des influences dans tout ce que tu vois. Et en fait c'est pour rappeler la beauté de ce monde, tu vois. Là, j'aimerais bien trouver un truc ici en Amérique du Sud. Ça serait chouette. Ouais, tellement coloré aussi. Exactement, exactement. Ouais. Ces territoires-là, tu vois, qui m'intéressent. Et moi, j'ai un but, j'aimerais trop voyager, trouver les tissus qu'il faut, tu vois. Va en Colombie. Du Pérou, tu vois. Va en Colombie. Tu vois, en Colombie. Ah, après, la Colombie, c'est hyper coloré. Moi, c'est ça, ça de mes rêves d'y aller. C'est vraiment un de mes rêves d'y aller. Et puis là-bas, t'as aussi moi, j'avais ramené c'est des mochilas, leur sac un peu en bandoulière. Oui. Alors, tu vois, je l'ai acheté parce que c'était, je pense, folklorique et je l'ai jamais porté. Mais il n'empêche que c'est vraiment des coopératives souvent de femmes qui tissent elles-mêmes, qui font, qui ont leurs propres motifs et c'est très joli. Je pense que ça t'inspirerait beaucoup. Ça inspire beaucoup. Et quand tu dis ça, ça me rappelle beaucoup le kente, tu vois. Ah oui, bah oui, carrément. Ouais, ça me rappelle beaucoup le kente de faire. Bon après, là, c'est les hommes qui tissent le kente. Ouais. Mais il y a une signification dans ce qu'ils tissent, tu vois. Et du coup, ça me rappelle beaucoup. Quand tu m'as dit ça, j'ai pensé tout au kente. Et aussi l'Asie, quoi, le Japon et même là j'ai acheté un tissu qui vient du Vietnam, tu vois. Donc voilà, c'est vraiment mettre en lumière la beauté de ce monde, quoi. Ouais. C'est quoi le lien pour toi entre les voyages, la création et le côté visuel, donc ce que tu as toujours eu avant même de monter ta marque, la transmission, les mangas, les animés et ton histoire personnelle? C'est quoi le fil conducteur? Waouh, c'est le rêve, hein. Le fil conducteur, c'est réaliser ses rêves. Je te dis ça parce que après c'est toujours mon histoire qui est liée. Hein. C'est que quand j'ai commencé à me restructurer dans ma tête en tant que jeune adulte, quoi, après sortie de prison, je me suis dit et moi je suis une personne qui regardait énormément les documentaires à l'étranger et tout ça, et je pensais jamais voyager, quoi. Je me disais c'était trop loin, il faut avoir un budget et tout. Et du coup, alors, mon premier voyage sans mes hors parents, c'était le Mexique, tu vois. Et ça m'a mis une claque incroyable, tu vois. Après, j'étais vers Playa del Carmen, mais je suis parti à Valladolid, je dis pas de bêtises. C'est une ville qui est vraiment un peu plus loin dans les terres, mais dans le Yucatan, tu vois. Et là, c'est le vrai Mexique. Et tu vois les couleurs, tu vois. Et c'est ce qui m'a frappé. C'est la couleur des bâtiments. Tout était beau, mais tout était coloré, tu vois. Et c'est ça qui fait le lien, en fait, tu vois. Et j'ai vu des gens avec des vêtements traditionnels et tout. Et ça a fait le lien. Et dans tous mes voyages, j'ai vu ça. J'ai toujours vu ça. J'ai vu de la couleur dans un endroit, même au Japon. J'ai vu de la couleur, même quand tu vas à Kyoto, c'est une prédominante un peu plus brun, tu vois. Boisé, tout ça, tu vois. Et donc, du coup, il y a toujours un lien. Il y a toujours un lien de couleur. Même quand tu vas à Budapest, il y a un lien de couleur. Tu vas à Lisbonne, il y a du blanc au sol et tout ça. Il y a toujours un truc qui te rappelle, tu vois. Et c'est ce qui m'a franchement, ce qui m'a inspiré, tu vois. C'est vraiment ce qui m'a inspiré. Je prends l'exemple Japon bien sûr avec les kimonos, tu vois. Nous, on a une pièce forte chez nous, c'est un kimono.
mais on l'a fait à notre sauce, tu vois. Et il est beau. C'est un jersey baseball, en fait, en soi, tu vois. C'est un jersey baseball, sauf qu'on a mis des fleurs. On voulait, tu vois, les fleurs, ça rappelle le paradis, les couleurs et tout ça. Ça rappelle beaucoup de choses, tu vois. Qu'on peut penser du paradis. Et puis la douceur aussi, je trouve. Il y a, tu sais, du coup, le contraste masculin-féminin avec la douceur des fleurs sur une coupe beaucoup plus masculine, tu vois. Je dis ouvertement, j'ai un gros côté féminin. Moi. Bah, bien sûr. Il y a un gros côté féminin, tu vois. Et du coup, tes émotions, ta sensibilité, tout ça, c'est ton énergie féminine. Ouais, exactement. Et je le transmets et je le transmets à fond dans la marque avec mon associé, tu vois. Tu vois, mon associé il a un côté très masculin, tu vois. Donc à vous deux même vous êtes le yin et le yang en fait. Exactement. Sachant qu'on a de toute façon déjà cette unité à l'intérieur de nous, mais en plus du coup de pouvoir l'avoir dans votre binôme, c'est cool. Exactement. Attends, je fais une pause. Ouais. Bonjour. N'hésite pas, on est en train d'enregistrer, mais il n'y a pas de souci. Ça va, tu vas bien? Ouais, ça va. Fanny, enchantée. C'est Axel, mon gars. Tu vas bien, tranquille ou quoi? Une place, Axel, tu vas vouloir te joindre au podcast? Je vais essayer de m'exprimer, je suis un très mauvais. Non, il n'y a pas de mauvais ici. Non, il n'y a pas de bon mauvais. Il y a juste, par contre, 2 micros, vous partagerez celui-là. Ouais, bien sûr. C'est cool. Et juste pour, moi, je vais même pas te parler du projet comme ça, tu vois. Tu vas juste venir comme ça, hyper spontané, j'adore. Et on parle de plein de sujets. Là, on était en train de parler du lien, dans la vie de Ben, entre son histoire, les voyages, les couleurs, les émotions, les ressentis, etc. Et donc, on part vraiment, moi, j'écoute, je pose des questions et c'est tout dans la curiosité, la bienveillance. Donc, voilà. Ok, on va essayer de jouer le jeu. Enchanté Axel, comment vas-tu? Enchanté, j'espère que tout le monde va bien et les auditeurs vont bien aussi. Donc, c'est ma première fois, donc, même si on dirait pas, je suis un peu stressé. Non, j'arrive mais c'est cool. à faire semblant de pas être stressé. C'est bien, tu gardes tout à l'intérieur? Ouais, exactement. Tu gardes tes émotions à l'intérieur? Oui, parfois c'est pas bien. Parfois, y a pas de bien mauvais après. Parfois, il faut masquer. Dans ce genre de moment, il faut savoir le masquer, il faut savoir gérer. Et après le gérer. Donc voilà. D'accord. Ouais, bon alors là, juste pour ton information, tu rejoins un podcast qui s'appelle Conversation au cœur des hommes. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir partager de cœur à cœur. Donc il y a rien qui est préparé. Je m'intéresse très peu à ce que tu fais. Je m'intéresse à ce que tu es. Et l'idée, c'est vraiment de reconnecter au cœur, parce que dans le cœur, t'as toutes tes valeurs, t'as tout ce qui t'anime, ton identité propre, et peu importe ce que tu fais demain ou ce que tu as fait dans le passé, c'est toujours toi en fait, tout transcrit dans tes actions, mais tout vient de ton cœur. D'accord. Pour une fois, on s'intéresse à l'émotion des hommes. C'est exactement ça. Ouais. C'est tout le projet. Ouais. C'est super intéressant. J'ai hâte de voir ce qu'on me propose. En parlant d'émotions, est-ce que toi, tu as envie d'apporter en fait quelque chose par rapport à tes émotions? Quand est-ce que tu te souviens d'avoir ressenti la plus forte émotion et c'était quoi comme émotion? Bizarrement, ça fait un moment déjà. Je pense que le film c'était La Bête du Sud sauvage. Il y avait une scène où elle a retrouvé son père mourant. Okay. Son père mourant et ça m'a fait glisser une larme et je me suis dit mais qu'est-ce que tu fais Axel? Parce que moi je suis formaté. En fait, on nous a tellement mis dans la tête, qu'un homme, ça ne pleure pas, c'est fort. C'est ce qu'on disait. Voilà. Avec et donc du coup, je suis tellement formaté, ça veut dire même il y a des moments, je sens qu'il faut que je pleure, mais j'arrive pas à pleurer parce que c'est comme ça, j'arrive pas. Pourtant, je sens qu'il faut que je pleure pour évacuer quelque chose. Mais je pourrais pas pleurer. Et tu l'évacues comment alors du coup cette émotion quand elle arrive? Est-ce que c'est que tu l'autorégules ou est-ce que tu la passes, je sais pas, dans du sport, dans n'importe quoi? Tu l'extériorises comment? Je l'autorégule et après je l'éjecte dans du sport. Ouais, c'est ça. Voilà, tu vois, on se connaît pas, mais je pensais que c'était le sport, donc ok. Dans ça et puis et même au-delà de ça, des émotions, faut savoir que je vivais chez mes parents il y a 2 ans. Ouais. Donc ça veut dire que j'étais dans une protection face au monde. J'étais chez moi. Dès que je sortais chez moi, c'est pour aller travailler. Je me focalisais vraiment que sur ma vie. Et c'est en me mélangeant, on va dire, au monde, là j'ai commencé à me mélanger. Et je vois que les gens, ils ont peut-être pas les mêmes principes que moi. Principes de vie. Parce que moi j'ai des bases, des valeurs, des principes, toutes ces choses-là que beaucoup de gens n'ont pas. Et c'est de là que je commence à comprendre ce que c'est la santé mentale. Moi, ma santé mentale, elle est clean. Mais en fait, quand tu te mélanges trop à des gens
qui ont pas une bonne santé mentale, ben ça, c'est comme, ils te contaminent. Ouais. C'est comme un virus. Comme un fruit pourri dans une corbeille. Exactement. Et moi, c'est quelque chose de nouveau dans ma vie et je sors d'un environnement assez sain. Ouais. Quand tu découvres le monde. Et j'ai découvert ça avec ma première relation. Quand j'ai première relation, pour moi, c'est la relation où je suis adulte, où je me dis, bon, maintenant, je me suis beaucoup focalisé sur moi. Faut peut-être quand même que je pense à ma vie privée maintenant. Et c'est de là, je tombe dans une relation toxique. Mais moi, je sais pas que c'est toxique. Bah, oui. Je comprends pas pourquoi ça fonctionne pas. J'essaie de discuter. Mais non, le problème, il venait pas de moi. Il venait de la personne en face à cause de ses traumatismes. Mais toi, tu connais pas puisque c'est nouveau. Tu découvres le monde et c'est de là que... Et du coup, tu te remettais beaucoup en question dans cette relation. Moi, je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? C'est peut-être de ma faute. Donc, je rentrais beaucoup dans la communication. Mais en fait, c'était la personne qui devait se soigner déjà. En fait, c'est là où j'ai compris. Mais donc voilà quoi. Je découvre le monde là. C'est depuis 2 ans que je vis seul et que t'as des responsabilités. Et donc ouais, je découvre le monde. C'est super intéressant. Et quand t'étais dans ton environnement familial, t'étais comme un bébé éprouvette, en fait, d'une certaine manière, où t'étais pas vacciné sur le monde et t'étais très protégé. Du coup, quand tu sortais, est-ce que tu portais un masque ou une armure ou quelque chose, ou tu arrivais comme ça dans le monde extérieur, peu importe, professionnel, intime, etc., toi-même, avec peut-être aussi ton innocence, ou en tout cas, tes valeurs et ton cœur, quoi. En fait, pour être précis sur la protection, en fait, j'ai pas été protégé. C'est le cocon quand tu rentres à la maison. T'as des valeurs, des principes, on dit de manger à table, tu comprends? On t'a toujours appris ça. Exprime-toi bien, va à l'école. D'accord. Moi, jamais protégé réellement, parce que dans la tête de ma mère, je suis un homme, c'est à toi d'aller vivre ta vie et de voir ce qui se passe dehors. Mais quand tu rentres à la maison, en quelque part, t'es protégé, sans le savoir. D'accord. Merci pour la précision. Ouais. Voilà, exactement. Maintenant, tu me disais, excuse-moi. Non, il n'y a pas de souci. Je te demandais si tu portais un masque ou une armure quand tu étais en dehors de ton cocon pour affronter le monde dans lequel tu vis. Bizarrement, j'étais juste moi-même. C'est ce qui a fait un peu mon succès, entre guillemets. J'étais juste moi-même, en fait. Et donc, les gens appréciaient ça. En fait, tu dégages quelque chose. Sans le savoir. Et comme je l'ai dit, en te mélangeant avec les gens ils veulent prendre ton énergie. Tu vois, ils veulent prendre ton énergie. C'est pour ça que les gens gravitent autour de toi, te sollicitent beaucoup, t'invitent beaucoup, et ça c'est des distractions. Ouais. Tu vois. Ouais. Et moi, pendant longtemps, j'ai su esquiver tout ça parce que moi, je me disais que tout ça m'est venu parce que je travaillais bien. Les gens appréciaient mon travail, donc forcément, ça attirait plein de choses négatives. Moi, je le savais pas, c'est que ça m'intéressait pas tout simplement. Ouais. Mais en grandissant, je découvre un autre step, c'est les addictions. Les gens aujourd'hui, ils peuvent pas faire la fête sans boire, sans fumer, sans se droguer. Voilà, même l'alcool, même si on le banalise, c'est une sorte d'addiction. Bien sûr. Voilà. Je suis pas en train de blâmer. T'es en état de conscience modifié, donc dans tous les cas, oui. Voilà. Je suis pas en train de blâmer ceux qui consomment de l'alcool. C'est pas ça. C'est que aujourd'hui, ils sont dépendants pour s'amuser. Ils sont obligés de boire. Et c'est ça que je trouve un peu triste. Les gens n'arrivent plus à être. Après, ils ont leurs problèmes aussi. Tu vois, ils essaient aussi d'oublier à travers ça. Mais je trouve ça un peu triste que ce soit comme ça. Ils se montrent pas eux-mêmes sans dépendre de quelque chose. Ouais. Tu vois. Donc voilà, c'est toutes ces choses que j'ai découvert. Je sais pas si on sort du cadre de la discussion. Franchement, il y a des liens. Moi, je trouve que de toute façon, on va refaire des liens. Et il y a un autre truc qui m'est venu quand je t'écoutais. Est-ce que on connaît sa valeur quand on ne va pas se frotter à des personnes différentes de nous? Comment est-ce qu'on peut vraiment affirmer qu'on connaît sa valeur, tu vois, si on va pas se frotter à l'extérieur? Comment est-ce que tu sais si c'est pas une question d'être mieux ou pas, tu vois, mais de valoriser, parce que si t'as toujours eu certaines choses qui te paraissent normales aujourd'hui, il y a que quand tu viens te confronter à l'extérieur que tu sais que c'est pas la norme de tout le monde, et que du coup tu parlais aussi de toi, je suis comme je suis, enfin je me présente tel que je suis, etc. Et finalement c'est mon énergie qui devait parler aux gens. Ça aussi, peut-être que, est-ce que tu le valorisais avant de rencontrer d'autres personnes qui étaient pas forcément dans ta vibe, tu vois? Ouais. En fait, moi j'aime bien discuter avec les gens, donc j'ai appris à
on va dire à écouter les gens. Les gens font des choses à cause de leur vécu. Aussi l'entourage, ça agit sur eux. Il y en a, ils sont juste pas dans le bon milieu, ou ils ont le mauvais entourage. Il y en a, ils ont du talent, mais comme ils sont mal entourés, bah ils pourront pas briller comme ils devraient briller. Alors pour venir à ta question, c'est en me confrontant aux gens que j'ai découvert que... Non, tout d'abord, j'ai fait un travail sur moi. Parce que au départ, parce que moi, je suis photographe et vidéaste, moi, d'où je viens d'un quartier de base. D'où je viens, je disais que je voulais faire ça. Okay. Et tout le monde me disait, ça, c'est pas pour toi, tu devrais faire autre chose. Moi, j'écoutais personne. Et ma mère me disait, parce que moi, j'ai fait une licence en cinéma, et ma mère me disait, tu vas faire quoi comme travail? J'ai dit, je sais pas, mais c'est la seule chose qui va faire que je vais continuer mes études. Donc j'ai une licence, j'ai eu mon bac +3. Et après ça, je devais décrocher un petit contrat à la télé. J'étais dans le truc déjà, j'avais commencé mes stages, ils voulaient me recruter. Mais je sais pas, la vie m'a emmené à faire des photos. Voilà, à faire des vidéos, à réaliser des petites vidéos dans l'événementiel. Et j'ai bifurqué dans ça. Avec le temps il y a raison. Et ça a continué, j'ai commencé à gagner ma vie avec. Et j'ai eu raison de moi. Et on va dire, je peux vivre un petit peu de ce que je voulais faire. Donc, je suis plutôt content de ça. Et tu parlais du travail que tu avais fait un travail sur toi-même avant de... Voilà. C'est ça. Voilà, quand tu as tous ces aspects négatifs-là, à ce moment, il y a un bug dans mon cerveau. Et je dis, mais pourquoi tout le monde me dit ça? Et c'est là que je sors un peu de mon milieu de base. Je rencontre d'autres personnes qui sont dans la même énergie que moi, la même vibe que moi. Et je vois qu'il y a des gens qui te disent, ben, vas-y, continue, crois en toi, fais ce que t'as envie de faire. Ils m'ont dit, pense pas à l'argent, focalise-toi sur ta passion. C'est cette passion-là qui va te ramener de l'argent. Donc voilà, et avec le temps, j'ai commencé à fréquenter que des gens, entre guillemets, des entrepreneurs, ou moi je les appelle des travailleurs, c'est-à-dire des débrouillards, des gens qui essaient de s'en sortir dans la vie. Donc en gros, c'est ça. Et c'est de là que j'ai commencé à, on va dire, fréquenter. Je les appelle les travailleurs, des gens qui font des trucs, qui se démerdent dans la vie, et je me suis entouré de ça. Ouais. Et là, en tout cas, ce que tu dis, c'est ultra deep, c'est-à-dire que, bien sûr, enfin, moi, ma croyance, c'est qu'on vit dans un monde qui est plein d'argent. En fait, il y a plein d'argent. C'est limité. Mais exactement. D'ailleurs, l'argent n'existe pas. Quand tu vois des virements qui sont faits, en fait, l'argent n'a pas été créé. Donc, qu'est-ce que c'est l'argent? Est-ce que ça existe vraiment? Tu vois, il y a vraiment, moi, ça m'emmène vraiment sur des questions. Et quand il y a des gens que je vois remplis de passion et remplis de talent, je leur dis, ça, vous détenez quelque chose qui n'a pas de prix, qui a beaucoup de valeur, là où les gens qui détiennent les ressources financières n'ont pas leur cœur rempli et sont prêts à investir. Et ne lâchez surtout pas, je vais vraiment parler pour les gens qui vont nous écouter, ne lâchez pas quand vous avez une passion, quelque chose qui vous anime, parce que l'argent, il sera fait depuis votre cœur. Et ça, c'est inestimable. Et c'est le prix de la paix, je pense, la paix intérieure. Ouais, je reprends pas la parole. Ce que tu dis me rappelle un peu mon histoire personnelle. Parce que y en a certains qui me demandent comment ça fait, tu t'es lancé pour Color et tout. Et j'ai pas fait exprès, en fait. J'ai pas fait exprès dans le sens où j'aurais pris la décision de se dire, allez, je vais faire des vêtements comme ça, je l'aurais jamais fait. Ouais. Je l'aurais jamais fait. Parce que je me suis dit, ouais, ça a marché, il est poussé, il y a du monde, il y a combien de marques, il y a plein de marques et tout. Donc je pensais que c'était poussé, moi. J'avais pas cet esprit-là. En plus, toi, tu m'as connu avant. J'avais pas cet esprit d'entrepreneur. Ça m'intéressait, mais pas du tout, quoi. Mais voilà, comme tu dis si bien, la vie fait qu'à un moment, tu t'en prends cette route-là et que ça vient à toi. Et ça vient à toi et tu comprends que c'est possible. Il y a les possibilités, qu'on peut gagner de l'argent, qu'on peut faire des ventes. Moi, l'année dernière, on a fait un pop-up store. Waouh! Il y avait beaucoup de monde. À la fin, je me suis retrouvé avec une grosse somme d'argent. J'étais là, waouh, et les gens sont venus et tout ça. Alors que, bon, j'y croyais personnellement, ça c'est sûr. Je savais qu'il y allait y avoir du monde. Mais le résultat. Oui, mais tu croyais en ton projet. Tu croyais pas en faut que je fasse tant d'argent. Tu vois, bien sûr que tu connaissais ton montant de frais fixe, mais tu vois, je croyais réellement en mon projet. C'est ça. Et c'est ça la différence. C'est ça l'énergie et la vibration. Quoi. Et les gens fonctionnent sur des énergies, donc. Et c'est pour ça certains se disent ouais, mais non, je peux pas. Lancez-vous.
C'est ça. Lancez-vous, allez-y. Le plus dur, c'est le premier pas. C'est le plus dur. Puis peut-être pas trop formaliser, comme tu disais, parce que dès qu'on formalise, mais c'est comme... tu vois, quand je compare beaucoup de choses aux relations amoureuses, parce que c'est ma passion et c'est mon domaine d'expertise aussi. Et c'est vraiment de se dire, tu vois, on parle des relations stables, des relations engagées. Et il y a une notion avec l'engagement d'un coup, il faut formaliser la chose. Dès que tu formalises, t'enlèves la magie, tu vois. Alors que l'engagement, c'est pas une question de formaliser, en fait. L'engagement, c'est, à mon sens, la corrélation entre tes pensées, ta vibration et les actions que tu mets. C'est une forme d'alignement. Et du coup, quand t'es aligné dans tes projets professionnels, je pense que c'est là aussi où tu vas toucher les gens. Exactement. Plus tu formalises, alors oui, il faut formaliser certaines choses, mais plus tu formalises et plus tu peux sortir de ton cœur passion. Et du coup, c'est là où tu vas venir te dire, il faut que je fasse tant d'argent, machin truc, et comment est-ce que je vais faire de l'argent? Et en fait, la question, il faut pas se la poser, celle-là, le comment est-ce que je vais faire de l'argent, elle est affreuse. Elle fait faire des choses à court terme, elle fait faire des conneries aussi. Tu sais, hier là, je me suis lancé, tu vois, avec certaines sommes d'argent. T'as pris un pari quand même, tu vois, t'as investi sur toi. J'ai investi. Je remercie ma copine aussi, qui m'a aidé. Ça, c'est chouette aussi d'avoir ce soutien. Exactement. Et du coup, tu vois, là, je me lance et je sais que je suis dans la bonne voie. Ouais. Tu vois, je sais que je suis dans la bonne voie. Je sais que ça va payer. Tu vois, je sais. Et en fait, c'est juste, des fois, certains, ils ont peur. Ils disent, ouais, mais je pars de rien, j'ai rien lancé. Et moi, des fois, je leur ai dit, mais écoute, moi, je suis parti de rien. Je suis parti de rien. Et ouais, mais j'ai pas de diplôme. Qui t'a dit qu'il faut des diplômes pour avancer? C'est clair. Les grands hommes de ce monde n'ont pas de diplôme. Il y a plein de choses comme ça. En fait, c'est pour aussi retirer ces freins. Tu vois, ces freins qui fait que tu vas pas avancer. Mais fonce, en fait. Tu dois foncer. Et puis, vaut mieux se dire que j'ai essayé que regretter d'avoir pas essayé, d'avoir pas fait. Non, mais c'est affreux, quoi. Donc, c'est vraiment ce que je dis souvent à mes jeunes, et j'en ai pour preuve un jeune qui venait souvent à la médiathèque, qui s'appelle Maïs, si tu nous écoutes, qui a lancé sa marque de vêtements. Voilà. Okay. Et en fait, il a vu ce que je faisais et il s'est dit, mais pourquoi pas? Et je dis, mais quand même, j'ai pas, fais. Commence pas. T'as des gens autour de toi qui sont prêts à acheter des choses. Ouais. Moi, j'achèterai. D'autres personnes achèteront. Et t'en fais pas. Et il a lancé son truc et ça prend. Ça, c'est chouette. Voilà. Donc, il y a de la place. Il y a de la place. Bon, vous lancez pas tous, hein. Il y a de la place. Et est-ce que t'as été soutenu par ton entourage proche quand t'as lancé ta marque ou pas? Ah oui. Ouais. Parce que parfois, on entend, tu sais, aussi ces histoires où, en fait, tu lances ton projet et tu peux être déçu vachement par les gens parce qu'en fait, t'es pas forcément soutenu par ceux que tu pensais qu'elle allaient te soutenir, tu vois. Alors, pour être très honnête, j'ai été soutenu dès le départ. Ouais. Après, je sais pas. C'est pas que j'ai pas eu de soutien, c'est que chacun va à ses occupations. Pour un lancement, ils viennent. Il y a pas de problème. Après, chacun a ses occupations. Même moi, je suis occupé dans mon truc et tout. Donc, je me sens soutenu. Ils sont même là pour mon défilé, quoi. Ils seront là. Mais je me sens soutenu. Après, c'est vrai que certains, il y en a qui suivent pas parce que des fois, ça leur parle pas. Des fois, ils y croient pas, ton projet. Et c'est des choses qui arrivent. Hein. Ouais. Que veux-tu? C'est des choses qui arrivent. Tu peux pas être soutenu par tout le monde. Non. Ça, c'est sûr. Et en fait, il y a que toi qui peux croire en vrai à ton projet parce qu'il y a que toi qui. En fait, si tu penses aux autres, t'auras du mal à avancer. Si tu penses à toi et tu te dis ouais, je crois en toi, tu crois en ce que tu fais, là c'est autre chose. Ouais. Et là, tu pourras mieux avancer. Donc voilà, la première personne auquel tu dois le plus croire, c'est en toi-même. C'est la première chose. Si tu commences à être défaillant parce que tu penses aux autres, la vie des autres et tout ça, ça va te faire foncer dans un mur. Plus qu'autre chose. Et on arrive sur la sécurité émotionnelle. Exactement. En fait, c'est toujours ça, c'est que surtout en vivant en Occident, puisque on vit en France, là en tout cas pour l'instant, en vivant en Occident, on a besoin d'accumuler des choses et d'avoir cette notion de je suis en sécurité, quoi. Je suis propriétaire, ou j'ai mon CDI, ou j'ai ma paye qui tombe chaque mois. Et ça donne une fausse notion de sécurité. En fait, la sécurité, tu l'externalises, c'est-à-dire que tu crées une forme de dépendance. Et là où moi ça fait 5 ans moi que je suis à mon compte et je me suis rendu compte que j'étais capable de pouvoir attendre par le passé 2 à 3 ans pour avoir ma promotion. Par contre, 2 à 3 mois, quand t'es ta propre structure et qu'il y a
que toi en fait, qui est à la fois le yin, le yang, la structure et le stress. Enfin, il y a tout en fait. Et 3 mois déjà, c'est hyper long versus 3 ans avant parce que ça tombe pas du ciel, mais ça tombe en fait à la sueur de ton travail. Et j'ai juste envie de dire que c'est une illusion de croire que quand on se sécurise avec des biens matériels qui sont extérieurs à nous, on se sécurise à l'intérieur. En fait, c'est la sécurité, elle est à l'intérieur de soi. C'est ce qui, moi, me permet d'accompagner des hauts dirigeants. Je gagne pas ce qu'ils gagnent. J'ai toujours été entourée de millionnaires et ils sont impressionnés parce que ma stabilité, je suis allée la créer plus que quand j'amassais il y a quelques années quand j'étais salariée. Et ça, c'est vraiment intéressant parce qu'on ne peut pas nous l'enlever en plus. Tu sais, c'est la seule chose où toi, t'es toi, mais même t'es à poil en fait. T'es ultra stable, t'es ultra présent. Ton énergie, elle parle pour toi, elle parle pour tes projets, elle touche le cœur des gens. Et ça a beaucoup de valeur. Ça n'a pas de prix, mais ça a beaucoup de valeur. C'est clair, ça n'a pas de prix. Merci. Merci. Ben, est-ce qu'il y a autre chose que tu aimerais partager qui vient de ton cœur, qui là te paraît spontané? En plus, comme Axel nous a rejoint, peut-être qu'il y a quelque chose en le voyant que je sais pas, qui te donne envie de le partager, ou tu penses que tu as déjà tout exprimé ce que tu avais envie d'exprimer aujourd'hui? Je sais pas, mais je peux juste dire que je suis content de voir Axel. Je suis toujours content de le voir parce que c'est souvent dur de l'avoir parce qu'il est toujours à droite à gauche. Franchement, cette discussion, elle est très très enrichissante. Elle m'a fait du bien. Franchement. Merci. Mais vraiment. Merci. Moi, il y a un truc auquel je veux venir important, c'est que je sais qu'on est dans une société où c'est bien, les langues se délient, les femmes parlent, plusieurs couches de la société parlent, soit les LGBT, les afros, tout ça. Je suis content d'entendre tout ça. Après, je dis souvent, n'oubliez pas qui vous êtes. N'oubliez pas qui vous êtes. Vous êtes des personnes, vous êtes des personnes uniques et soyez fiers de ce que vous êtes en fait, indirectement. Quand on dit ça, c'est vraiment, soyez vraiment fiers de ce que vous êtes, ce que vous pouvez apporter à ce monde. Je sais que c'est pas facile pour certains ont des difficultés, mais je dis souvent c'est qu'un nuage. C'est beau. Ouais. C'est souvent qu'un nuage, un gros nuage par moment, qui est difficile. Il pleut, des orages, mais tout a une fin. Tout passe. Tout passe. Ouais. Le bon comme le mauvais. Voilà, exactement. Ouais. Donc, qu'importe vos difficultés que vous avez dans vos vies, laissez couler. Vous allez voir. Après, ce sera meilleur après. Merci beaucoup. Et la dernière question que je pose à tous mes invités, comment est-ce que tu te sens? Comment c'est à l'intérieur de toi après cette heure qu'on a passée à converser? Franchement, je suis vraiment très heureux d'avoir fait cette podcast parce que j'étais très stressé parce que pour les événements qui vont arriver par la suite. Mais ça me fait du bien de lâcher un peu, de parler de soi et de parler d'avoir cette conversation et de même t'entendre, de te connaître, tu vois. Et ça noue des choses entre nous parce que directement on lâche de l'intime, tu vois. Bien sûr, oui, c'est deep tout de suite là. Ouais. On lâche de l'intime et du coup ça fait du bien parce que des fois il y a des choses qu'on garde un peu. Moi, j'ai rien à garder parce que moi je dis souvent ce que je pense, mais je sais que ça fait un écho. Ça fait toujours un écho, tu vois. Et le plus important maintenant, je pense que maintenant on a un âge, je crois, on est plus de 30 ans. Moi, je sais qu'il y a des jeunes qui vont écouter. Il y aura toujours des jeunes qui vont écouter. Et des fois, ils ont besoin d'entendre ce discours-là. Ils ont besoin d'entendre ce discours. Et un discours vrai, quoi. Pas juste, tu sais, brillant. Exactement. Tu vois. Ils ont besoin d'entendre ça. Et je pense que des fois, nous, on n'est pas assez proches des jeunes pour qu'ils lâchent leurs émotions, tu vois. C'est pas facile pour eux, tu vois. Même si leur monde n'est pas le nôtre. Voilà. Et, ils se libèrent un peu plus, mais ils ont besoin d'entendre ce que les grands disent aussi. Ce que les grands pensent. Et que c'est important d'avoir des personnes comme nous, comme Axel, comme toi, qui disent nos vécus, nos expériences, nos drames, nos amours, nos vies, pour qu'ils entendent qu'aussi ils ont vécu ça. Qui vont peut-être même avoir ça. Puis en plus, on se place pas en donneur de leçons, quoi. On donne pas de conseils, juste on partage. Et ils prennent ce qu'ils veulent, ce qui résonne. Ouais. Et puis c'est important. Je pense que c'est vraiment important de transmettre nos différentes expériences, quoi, et qu'ils les entendent. Et après,
avaient fait leurs erreurs. C'est ça, exactement. De toute façon, plus tu forces à quelqu'un dans une direction, plus à l'adolescence, plus il prend le. Ouais, et pour venir en termes des erreurs, les erreurs, c'est le meilleur truc qui peut t'arriver dans ta vie. C'est le meilleur truc qui peut t'arriver dans ta vie, dans le sens où, quand tu sais que t'as fait une erreur, tu sais que c'est comme quand t'étais petit, si tu te brûles les doigts, tu sais que tu feras plus. Si c'est le feu, ça brûle, tu fais plus la bêtise. Tu fais plus la même bêtise. Et franchement, ne vous prenez pas la tête, les erreurs, c'est fait pour vous faire grandir. Il y a pas mieux que faire des erreurs dans la vie. Ouais. Bah, merci beaucoup. Un dernier mot, Axel, ou ouais. Je suis trop dépourvu, mais de toute façon, depuis le début, là, t'es trop dépourvu, mais tu assures. Non, très vite, vous m'avez mis à l'aise. Il faut savoir que c'est la première fois que je prends un micro et je me suis lâché, entre guillemets, comme si je parlais avec mes amis. Mes amis, et en tout cas, croyez en vous, faites ce que vous avez envie de faire. Il y a de la place pour tout le monde. Le monde est grand. Sauf que si vous pouvez pas le faire ici, en France, vous pouvez le faire ailleurs. Voyager, ça ouvre l'esprit. Et bonne chance à tous. Hein. C'est tout ce que je voulais dire. Merci. Merci Axel, merci Ben. Et puis je vous souhaite tout le meilleur, en fait. Beaucoup d'amour, beaucoup de lumière. Merci à toi. Et beaucoup de couleurs. Merci. Merci à toi. Merci.